connaissant ces événements, les interprétant selon ses idées, ses opinions, de pouvoir en tirer des conclusions qui lui permettent d'abord d'exercer son métier de citoyen et son métier d'homme ou de femme. On entend ici, Patrick Evenot, la voix de Pierre Lazareff en 1968, qui évoque ce qu'est un journal. Et dans le début de l'archive, il dit « Pour moi, un journal, c'est d'abord un service public ». On est en 1968. On a évoqué très brièvement les investissements de l'État et le soutien de l'État à la presse. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, en termes d'euros, concrètement, l'aide de l'État à la presse ? Alors, juste, je reviens sur la notion de service public et après ça, je vous réponds. Hubert Beuve-Méry, le fondateur du Monde, préférait dire « nous sommes au service du public » et non pas un service public, ce qui est tout à fait différent. Pierre Lazareff se considérait comme un service public, mais en même temps, c'était un grand service commercial. C'était la belle époque de François, qui vendait plus d'1 million d'exemplaires par jour, donc c'était une autre époque. Alors, concrètement, les aides à la presse, revenons à ça. Ce sont des chiffres qui apparaissent importants et qui finalement ne le sont pas tant que ça. C'est plus alors ça tourne suivant les configurations qu'on prend. Si on prend les aides postales, l'aide à la TVA, etc. Enfin bon, bref, tout ça peut tourner entre 400 millions et plus d'1 milliard d'euros de chiffre annuel. C'est pas réparti sur les différents journaux, bien sûr. Réparti sur l'ensemble de la presse. C'est-à-dire que, par exemple, la TVA, c'est le taux réduit à 2,1%. On dit que c'est une aide à la presse qui représente 4 à 500 millions d'euros, mais en réalité, les médicaments ont le même taux de TVA. On considère simplement que favoriser l'épanouissement de la démocratie fait partie du rôle de la presse, donc du rôle de l'État dans un État démocratique. Bon. Donc c'est une aide à la presse, mais vous voyez, c'est un peu... L'aide au transport postal, c'est très compliqué parce que c'est pas une aide qui va directement aux journaux, mais qui va à la poste pour subventionner les abonnements, tournées, notamment, les abonnements, etc. Donc ça, c'est la partie la plus contestable parce que ça va à tous les journaux, y compris les journaux de loisirs, les journaux de programmes télé, etc. Mais bon, c'est une aide relativement minime. Mais sinon... Pourquoi ? Ça répond à l'idée que la presse est un outil de la démocratie, un outil essentiel à la démocratie. C'est d'ailleurs le rapporteur de la loi de 1881 sur la liberté de la presse disait que grâce à la vapeur et à l'électricité, disait-il vraiment dans le texte de l'époque, nous mettons, le journal met à la portée de tous la vision du gouvernement, le jugement des actes du gouvernement, et il recrée l'agora moderne. Et le journal est essentiel à la démocratie. Les médias, on peut élargir, sortir du journal et aller vers l'ensemble des médias. L'ensemble des médias sont essentiels à la démocratie et sans eux, il n'y a pas de fonctionnement démocratique parce qu'il n'y a pas de connaissance du public d'un certain nombre de choses. Pourquoi le journal est plus important que les autres médias ? Parce que c'est là où il y a les grosses rédactions. C'est dans les grands journaux, avec l'agence France Presse et les grandes agences internationales, c'est dans les grands journaux qu'il y a le plus de journalistes et c'est ceux qui donnent le timing de l'information. Plus qu'à la télé, plus qu'à la radio. Beaucoup plus qu'à la télé et à la radio. Je suis désolé d'en parler à la radio comme ça, mais c'est bon à savoir. On sent bien qu'il y a plus de reprises. Il faut que ce soit d'abord validé par les grandes agences et par les grands journaux pour que la radio et la télévision s'emparent d'un sujet. Alors bien sûr, elles le font autrement. C'est toujours aussi intéressant, mais vraiment aller chercher l'information, c'est le rôle de ce qu'on appelle la presse d'information politique et générale, les grands quotidiens, les grands magazines, etc. C'est là que se crée l'information, c'est là que se crée ce qui existe. J'aime pas le mot fabrique, mais c'est vraiment là que se fabrique l'information, c'est-à-dire que c'est eux qui vont la chercher, qui vont la transformer, qui vont la porter à la connaissance, et après ça, c'est diffusé par les autres médias derrière. Parce que quoi ? Parce qu'ils ont le temps de le faire et l'argent pour financer ce temps de le faire ? Parce qu'ils ont eu pendant très très longtemps l'argent et le temps de le faire. Maintenant, parce qu'ils ont encore des grosses rédactions qui travaillent encore et où ils ont encore des spécialistes, etc. Parce que c'est une culture, effectivement, c'est la culture de la nouvelle, c'est la culture de l'information neuve, c'est la culture de l'information tout court. Bien sûr, les grandes rédactions des grandes chaînes de télévision ou des grandes chaînes de radio ont aussi beaucoup de journalistes, mais on est encore dépendant largement de la presse quotidienne notamment. Pour en revenir à cette idée lancée en 1968, en tout cas pas lancée, mais exprimée en 1968 par Lazareff, du service public que devrait pour lui, alors avec toutes les réserves que ça engage de la position dont il exprime cette idée, constituer la presse et le journal, en quoi est-ce que c'est une idée qui pourrait se conjuguer au XXIe siècle ? Après tout, si l'on considère que la presse est utile à la démocratie, au même titre
osons la comparaison, que la justice est un pilier de la démocratie. La justice, elle est évidemment financée par l'État et on demande à la justice, en tant que citoyen et en tant qu'État, on espère de l'autre côté, sa totale indépendance. Pourquoi ne pas considérer que la presse, finalement, elle pourrait être ce même corps, indépendant du pouvoir de l'État et en même temps totalement financé par lui ? Eh bien, écoutez, c'est une question qui se pose depuis déjà pas mal de temps. Léon Blum avait eu un projet comme ça avant 1936, mais il n'a jamais pensé à l'appliquer véritablement au moment du Front populaire. C'est pas possible. C'est pas possible parce que la presse, elle doit aller chercher au-delà du miroir, derrière le miroir. On voit bien qu'elle doit aller chercher ce qui est dissimulé par l'ensemble des pouvoirs, qu'ils soient financiers, politiques, Elle ne peut pas le culturels. faire si elle est financée par eux. Elle ne peut pas le faire si elle est financée par eux. Ce n'est pas possible. Oui, mais ça veut dire que ce que vous dites, c'est que la justice ne peut pas rendre justice au-delà du miroir. Si, et parce au-delà... que la justice, elle est contrainte par des lois. Il y a des lois votées par le Parlement, voulues par les ministères et votées par le Parlement, qui font que la justice, alors elle a des marges de manœuvre, de la latitude, mais elle est dans un cadre juridique, législatif. On peut pas imposer à la presse de dire vous traiterez de telle affaire et pas de telle autre, etc. C'est à la presse de faire par elle-même son propre marché dans ce qu'il faut dire au public et ce qui répond à la demande du public. Mais alors, ça signifie que comment gérer le pourcentage d'aide qui ne corromprait pas l'indépendance de la presse ? Parce que finalement, ce que vous dites là, à savoir la presse doit décider de ce qu'elle porte à la connaissance du public, finalement, on peut considérer que même ce milliard d'euros qui va à la presse via différentes aides, c'est aussi une façon de dire qu'en est-il de la liberté de la presse vis-à-vis de l'État et du pouvoir ? Il suffit de le gérer de façon, égalitaire. Donc, par exemple, le taux de TVA, il est le même pour toute la presse et maintenant, y compris pour la presse numérique. Donc, que vous soyez de gauche, de droite ou d'ailleurs, vous avez le même taux de TVA. Les aides postales, c'est en fonction des périodicités, etc. C'est un peu compliqué comme calcul, mais c'est objectif dans le sens où tout le monde reçoit la même chose. Il y a les aides pour les quotidiens qui sont à très faible tirage. L'Humanité, la Croix, Libération essentiellement en bénéficient. Là, c'est aussi une aide objective, c'est-à-dire que c'est un tirage de moins de 100 000 exemplaires, pas de publicité ou très peu de publicité, etc. Donc, c'est une aide qui est facile à comprendre. Il faut rester effectivement dans le plus d'objectivité possible. Restent les dernières aides qui représentent à peu près 50 à 60 millions d'euros, qui sont les aides au développement de la presse, ce qu'on appelle le fonds structurel de modernisation de la presse. Et là, ce sont des aides à projet. Ce sont des aides qui ne financent qu'une partie du projet, entre 15 et 30% d'un projet de nouveaux logiciels, de nouvelles machines, etc. Effectivement, c'est peut-être plus contestable, mais au moins, c'est quelque chose qui se débat, qui est rendu public d'abord, donc ça c'est important, la transparence, qui est rendu public tous les ans par le ministère de la Culture, et en même temps qui est géré collectivement par le ministère et par les différents syndicats de la presse, donc c'est relativement transparent. À choisir, est-ce que la liberté de la presse, puisque c'est là l'ingrédient le plus important dans la vie de la démocratie, elle est plus garantie quand l'investissement économique ne vient plus là de l'État, mais de LVMH, d'un individu qui décide d'investir des sous dans un groupe de presse? Est-ce que, par la pub, est-ce que finalement il vaut mieux être dépendant d'un État ? Ou est-ce qu'il faut mieux être dépendant de plein d'autres endroits de sources économiques, y compris la publicité, qui est quand même un gros truc? Oui, l'idéal serait que la presse soit bénéficiaire par elle-même. Elle l'a été pendant très très longtemps. Elle n'avait pas besoin d'aide ou très peu d'aide, type TVA et transport postal. Maintenant, elle en a beaucoup plus. La publicité, c'est pas de l'aide. La publicité, elle vient parce qu'il y a des lecteurs. Les publicitaires sont pas naïfs. Ils viennent parce qu'ils savent que tel public lit tel journal. Et donc, n'empêche que ça permet à certains journaux de vivre. Ça permet justement aux journaux de vivre. C'est essentiel à la vie des journaux. Mais il y a évidemment quelques pressions publicitaires, mais surtout sur les pages consommateurs. Il n'y a pas de pression publicitaire sur le contenu de l'information. Alors après ça, quand on va sur les pages sur la mode ou le maquillage, ça pose évidemment quelques problèmes, des interventions. Mais c'est pas tellement sur l'information générale ou économique et tout ça. Non, l'idéal évidemment, c'est que les journaux gagnent de l'argent tout seuls. Et pour ce faire, il faut qu'ils se vendent. Qu'ils se vendent non pas à des actionnaires ou au pouvoir public, mais à leurs lecteurs,
Maintenant sous forme papier, encore beaucoup, mais de plus en plus sous forme numérique, puisque un certain nombre de journaux ont commencé à faire leur transition numérique. On voit bien par exemple que Le Monde, qui avait 145 000 abonnés papier, est passé maintenant à 100 000 abonnés papier et 50 000 abonnés numériques. Et petit à petit, le transfert se fait de l'un à l'autre. Le Figaro a commencé aussi, les Échos aussi. Donc c'est un transfert, mais qui évidemment change la nature, non pas du journal, mais de l'information, puisque maintenant ce sont nos usages qui sont différents. Ce sont nos usages à nous. Justement, on n'a pas entendu, mais il y avait des archives qu'on a trouvées évidemment qui ressassent et dans une formulation tout à fait répétitive ces fameux défis face auxquels devrait se tenir la presse, face auxquels est la presse, via sa concurrence supposée avec la radio, via sa concurrence supposée avec la télévision, via ce que vous venez de dire ici, sa concurrence supposée avec Internet. On a toujours l'impression que le journal est en danger ou en retard, que le journal doit se reformuler, que le journal va disparaître. Oui, il faut qu'il se reformule. À chaque fois, quand la radio est arrivée, il a fallu que le journal se reformule. Il s'est reformulé ? Il s'est reformulé complètement. C'est à ce moment-là qu'il a fait des grands reportages au long cours, qu'il a mis beaucoup de photographies, etc. Quand la télévision est arrivée, il a fallu parler autrement. De même, la radio a dû se reformuler aussi. La télévision, par exemple, a volé les soirées à la radio, et les séries, et puis au contraire la radio est passée le matin beaucoup plus. Enfin, bon. Maintenant il faut se reformuler face à Internet, et surtout il faut que les journaux, ceux qui vont réussir à survivre, parce qu'il y en aura un certain nombre qui vont réussir à survivre, s'accaparent une partie d'Internet et fassent aussi du numérique sur les tablettes, sur les téléphones portables, sur les usages nouveaux. Il y aura évidemment moins de papier, mais il y aura toujours du papier, et il y aura à côté des usages sur des écrans. Tout à l'heure, on a dit, pour essayer de qualifier ce qu'était un journal et ce mystère du journal qui faisait qu'à la fois on continuait d'en faire, qu'on continuait d'en lire et que des investisseurs continuaient de considérer que c'était un endroit où il fallait être, on s'est dit que c'était un lieu. Non seulement que c'était un lieu et que c'était un lien. Est-ce que finalement le défi pour le journal ou pour les journaux n'est pas de consolider ce lieu, de faire en sorte qu'il soit toujours le repère qu'il a été ? Est-ce que finalement l'une des zones de perdition de différents journaux n'a pas été de rendre flou les délimitations des lieux qui étaient leur lieu et le lieu de leurs lecteurs? Tout à fait, c'est le problème du contrat de confiance, comme on dirait chez Darty, entre le lectorat et les journaux, et donc les journalistes qui sont dans les journaux. Enfin, ce contrat de confiance, il est très important. Je suis par ailleurs président de l'Observatoire de la déontologie de l'information, qui regroupe à la fois des éditeurs de presse, des journalistes et des gens qui représentent le public. Et on insiste beaucoup sur cette idée de la confiance du public. Et effectivement, un certain nombre de journaux, à un certain moment, il y a eu des périodes de flou, on ne savait plus où ils allaient. Enfin bon, personne ne savait ce qui allait se passer avec le numérique. Ça fait seulement une dizaine d'années qu'on se rend compte petit à petit qu'on est en train de muer complètement, parce que notre système d'information, notre système de lecture de l'information devient complètement différent. Donc il faut que les journaux s'adaptent, effectivement, c'est très important, et je pense qu'ils sont pour un certain nombre en train de le faire, et malheureusement quelques-uns qui périssent en même temps. Très rapidement, c'est moi qui me mets dans la zone de rouge en posant cette dernière question, mais quand vous parlez de contrat de confiance, il y a un contrat de confiance qui existe entre ceux qui font l'information et ceux qui la lisent, ce fameux public, oui. Mais il y a un autre contrat de confiance qui lie ceux qui dirigent ceux qui font l'information et ceux qui font l'information eux-mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un dénoncement dans ce contrat de confiance entre eux, pour être très clair, des directeurs de journaux et les masses de journalistes qui font cette information? C'est très important qu'il y ait véritablement un rapport de confiance entre les journalistes et les directeurs. Et si les directeurs ne savent pas créer ce rapport de confiance, c'est ce qui se passe actuellement, par exemple, à Libération, on y revient, ça pose un véritable problème et ça risque d'occasionner la mort du journal. C'est là où est le problème. Ce temps dont on parlait, ce temps qui est spécifique à ceux qui font l'information, ceux qui la créent, comme on a dit, s'il n'y a plus de confiance, il n'y a plus ce temps-là, il n'y a plus cet argent, il n'y a plus rien. Bien sûr, et c'est le drame. Bah oui, c'était évident. On se quitte sur ces notes de Trekking Bong d'Aloe Black. Patrick Evenot, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On n'a évidemment pas fait le tour de la question. J'espère qu'on aura donné de l'espoir à ceux qui ont encore envie de faire des journaux, ceux qui ont encore envie de les lire. On mettra l'entièreté de votre bibliographie très longue sur le sujet. J'avais devant moi les grands articles qui ont fait l'histoire. C'est paru aux éditions
Flammarion dans la collection Chants classiques. Et puis aussi la presse quotidienne nationale Fin de partie ou Renouveau. Ça, c'était paru aux éditions Vuillibert. Je renvoie à cette émission très chouette, très vivante, comme d'habitude, Concordance des temps, sur franceculture.fr. Et le thème était alors journalisme et capitalisme. Vous en étiez l'invité. Merci à vous. Merci à vous.